Qu'est-ce que les Dana White Contender Series? Quels sont les 10 meilleurs combattants de cette saison à l'heure actuelle et lesquels ont le plus de potentiel pour la suite? Et surtout, que nous réserve l'émission à l'aube de sa 10e saison? Autant de questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo. C'est parti! Lancée en 2017, les Dana White Contender Series sont une émission organisée par l'UFC dans le but de dénicher les talents de demain à intégrer au roster, un peu à l'image du Dana White Looking for a Fight. Le principe est simple, deux combattants prometteurs repérés dans les ligues régionales s'affrontent devant les 4 fantastiques de l'UFC. Dana White, le président, Hunter Campbell, son bras droit, et Mick Mena et Sean Selby, les deux matchmakers de l'organisation. Avec le temps, les critères ont quelque peu évolué et désormais, le fait de faire le spectacle et de livrer un combat engagé et divertissant a presque pris le pas sur le fait de simplement s'imposer. Aujourd'hui, il est plus simple de signer en ayant perdu mais en ayant livré une guerre plutôt qu'en ayant dominé de A à Z dans un combat stratégique. Depuis sa création, l'émission a connu 10 saisons, 9 régulières et une bonus au Brésil en 2018. Et chaque saison compte en moyenne 10 épisodes, un diffusé chaque semaine, eux-mêmes divisés en 5 combats. Pour rapidement parler statistiques, la saison 9, donc celle qui vient de s'écouler et qui nous intéresse aujourd'hui, a signé 46 combattants, le record ex-aequo avec la saison 7. Les nations les plus représentées furent sans surprise le Brésil et les États-Unis, avec respectivement 12 et 10 contrats remportés, tandis que les catégories les plus présentes furent les 66, 84 et 61 kg. Et enfin, le LFA fut de loin l'organisation la plus pourvoyeuse de combattants ayant remporté un contrat. Au passage, je tiens à remercier The Matchmaker sur Twitter qui a compilé toutes ces stats, je vous mets le lien de son profil en description, n'hésitez pas à aller vous abonner, il fait du super contenu et il mérite. Voilà, maintenant que le contexte est posé, place à la partie qui nous intéresse. Qui est le meilleur prospect de la saison? Je vais être honnête, vu le niveau proposé lors de cette 9e édition, ça a été plutôt difficile de faire un top 10. Du coup, je vous en ai proposé 2. Le premier, ça sera le top 10 des meilleurs combattants à l'heure actuelle. Donc peu importe leur âge, peu importe la difficulté de leur catégorie, là on parle juste de niveau. Le deuxième, en revanche, ce sera le top 10 des combattants qui, selon moi, ont le plus de potentiel. Entendez par là ceux qui pourraient aller le plus loin à l'avenir, que ce soit dans 2 ans ou dans 5 ans. Et naturellement du coup, pour ce deuxième top, je vais prendre en compte l'âge, l'expérience, mais aussi à quel point leur catégorie respective est relevée ou non. Commençons donc par le premier classement, celui des 10 meilleurs combattants à l'heure actuelle. À la 10e place, Tommy Gent. L'Américain de 32 ans affiche un palmarès immaculé de 11 victoires pour 0 défaite et 91% de finish, 5 KO, 5 soumissions. Pour un lightweight, il est juste énorme. Il mesure 1m80 mais a surtout 1m93 d'allonge, ce qui est vraiment impressionnant pour la division. En revanche, pour ce qui est de l'adversité rencontrée, c'est clairement pas celui qui a eu la plus folle de toute la saison. Je lui mets une note de 2 sur 5 à ce propos. Et pour savoir comment il a signé, il s'est imposé à la soumission dans le premier round face à Adam Livingstone. Maintenant que la présentation est faite, parlons de ses forces. Gent est un ancien lutteur universitaire qui a même été All-American, donc sans surprise, vous en doutez, il a une très bonne lutte. Il a également une grosse puissance physique, comme en témoigne le slam qu'il a calé au Dana White Contender Series, et semble vraiment avoir l'œil pour le finish, comme en témoigne son bon ground and pound et la soumission expéditive qu'il a calée. En plus de ça, il s'entraîne dans la nouvelle équipe de Daniel Cormier, donc ça promet sur la lutte MMA. En revanche, difficile d'en dire plus sur son striking et vu l'adversité qu'il a rencontrée, je pense qu'il mérite pas d'être plus haut que cette 10e place. À la 9e place, Imanol Rodriguez. Le Mexicain de 26 ans est clairement un de mes coups de cœur de la saison. Officiellement, il est en 6-0 en carrière, même si officieusement, il a une défaite au TUF face à Joseph Morales, mais c'est un combat d'exhibition. Et dans tous les cas, il a perdu par split et Joseph Morales est vraiment très solide puisque depuis son retour à l'UFC, il est en 2-0, 2 victoires par finish. Pour revenir à Rodriguez, c'est aussi 100% de finish, mais là sur l'intégralité de sa carrière, 5 KO et une soumission. Il combat chez les 57 kg, ce qui si vous me connaissez vous explique en partie le coup de cœur car c'est la division que je préfère à l'UFC, et mesure 1m63 pour 1m63 d'allonge, un gabarit plutôt dans la moyenne basse de la catégorie. En revanche, contrairement à Tommy Gent, malgré sa faible expérience, il a déjà rencontré une très bonne adversité, notamment au TUF, et je l'évaluerai donc à 4 sur 5 environ. Et pour obtenir son contrat, il a mis KO au premier round Roque Conceição. Pour ce qui est du reste, il semble avoir une lutte offensive et défensive correcte, et de toute façon il s'entraîne lui aussi dans l'équipe de DC, le hasard fait bien les choses, donc pas de doute qu'il va progresser dans le domaine. Et pour finir, malgré sa petite taille, il semble vraiment très dense et très athlétique pour la catégorie, ce qui est sans doute lié à sa puissance de frappe. En revanche, pour ce qui est de ce classement, pour l'heure, il a trop peu d'expérience pour pouvoir le mettre vraiment plus haut que ça. À la 8e place, Manuel Souza. Le Brésilien de 28 ans est presque invaincu. 13 victoires pour une seule défaite, avec un taux de finish de 85%,
8 KO et 3 soumissions. Et pour ce qui est de sa seule défaite, c'est face à Archie Colgan, qui est invaincu au PFL et qui est un véritable monstre. Pas vraiment de honte là-dessus. Souza combat chez les lightweight et mesure 1m75 pour 1m78, un gabarit standard pour la KT, du moins sur ce point, on va y revenir. Pour ce qui est de l'adversité maintenant, il est probablement un des combattants de la saison qui a eu la meilleure. Je l'évaluerai à 4,5 sur 5 environ, pour vous dire, c'était le premier à battre Rufi avant BSD, qu'il a mis d'ailleurs KO. Bon, après, faut être honnête, il était quand même un peu en train de se faire dominer avant le finish. Et pour ce qui est de sa performance au Dana White Contender Series, il a signé avec un KO au 3e round face à Christian Perez. Pour ce qui est de ses qualités maintenant, elle repose surtout sur ses attributs physiques. Sur ce point-là, c'est un véritable tank. Il semble avoir une énorme puissance physique et, assez étonnamment, le cardio qui va avec. Il a d'ailleurs prouvé dans son combat au Contender Series face à Perez, il se fait dominer au sol et en lutte dans les 2 premiers rounds et pourtant parvient à revenir dans le 3e alors que son adversaire est complètement épuisé. Sur le plan technique en revanche, même si ce serait dur de le qualifier de mauvais, on va pas se mentir, c'est pas le technicien de l'année, notamment au sol, mais bon, il compense ça par sa puissance physique et son endurance. Donc pour ses attributs physiques et pour l'adversité qu'il a rencontrée et battue dans la majorité des cas, je le mets à la 8e place. À la 7e place, Michael Oliveira. Vous vous en doutez, tout comme Souza, Oliveira est brésilien et a 27, bientôt 28 ans. Il affiche un palmarès parfait de 9-0, dont 89% de finish, 8 KO. Et c'est là que ça devient impressionnant. Pour un 77, il est juste monstrueux. Il mesure 1m85 pour 1m99 d'allonge et fait sans doute partie avec Michael Morales des 2 plus gros welterweight de la catégorie. Pour ce qui est de l'adversité, je l'évaluerai à 3,5 sur 5, bonne mais sans plus. Et pour signer, il s'est imposé par KO dans le 2e round face à Victor Valenzuela. Pour ce qui est de ses qualités, à l'image de Manuel Souza, elles sont avant tout physiques. C'est un véritable monstre, sans doute le physique le plus impressionnant pound for pound de toute la saison. Techniquement, il n'est pas non plus exceptionnel, mais il est efficace dans ce qu'il fait, même s'il varie pas beaucoup ses combinaisons et ses attaques. En revanche, il m'a impressionné par sa maturité et son intelligence de combat. Il fait partie des rares combattants que j'ai vu ne pas jeter sur un finish, notamment en laissant se relever son adversaire après des downs, chose qui, à mon sens, petit aparté, est complètement sous-estimée en MMA. Le fait de suivre quelqu'un au sol n'étant pas toujours la meilleure idée, même si on la down. En revanche, pour ce qui est de son sol et de sa lutte, on les a pas vraiment vus tester, mais au vu du gabarit du garçon, peu de doute qu'il aura au moins les attributs physiques pour en partie défendre certaines des amenées. Parce qu'en plus de ça, même s'il est peut-être un petit peu moins large que Morales, il me paraît encore plus sec que lui, donc probablement plus explosif. À la 6e place, Murtazali Magomedov. Magomedov a 26 ans et est originaire du Kirghizistan, même si depuis peu, il s'entraîne aux États-Unis. Pour ce qui est de son palmarès, lui aussi est invaincu et il affiche 10 victoires en autant de combats, mais cette fois pour 100% de finish, 5 KO et 5 soumissions, le parfait combattant d'Asie centrale. Il combat chez les 66 kg et mesure 1m75 pour 1m79 d'allonge. En gros, il est dans la moyenne haute de la catégorie. Pour ce qui est de l'adversité rencontrée, là aussi, il fait partie de la moyenne haute et je la noterai à 4 sur 5 puisqu'il a fait une grande partie de sa carrière dans le circuit régional d'Asie centrale qui est réputé pour être très difficile. Et pour signer, il a mis KO au premier round Brian Zurcher. Pour ce qui est de ses qualités, au-delà de son parcours professionnel, il est aussi invaincu dans son parcours amateur et montre une bonne expérience malgré son jeune âge qui lui permet notamment d'être très relâché dans la cage, quelque chose qu'on voit moins souvent dans les combattants de la région. Je le trouve très maîtrisé dans son jeu et patience, ce qui est d'autant plus impressionnant quand on voit le nombre de finishes qu'il a. En plus de ça, il me semble vraiment très complet, il a une grosse puissance de frappe debout et semble être précis, et en prime, comme si ça ne suffisait pas, est Master of Sport en grappling, un titre honorifique qui témoigne de son niveau dans le domaine. Pour toutes ces raisons, je pense qu'il mérite sa 6e place. À la 5e position, Cezary Oleksiejczuk. Si vous connaissez bien les combattants de l'UFC, vous aurez peut-être reconnu ce nom puisque c'est le petit frère de Michal qui combat lui déjà à l'UFC. Il a seulement 25 ans, nous vient de Pologne et s'entraîne comme son frère chez les Fighting Nerds. Il affiche un solide palmarès de 16 victoires pour 3 défaites, dont 69% par finish, 9 KO et 2 soumissions. Il combat chez les 84 kg et a un solide gabarit pour la division. 1m91 pour 1m92 d'allonge. Et à l'image de Manuel Souza, il a rencontré une des meilleures adversités selon moi de toute la saison, 4,5 sur 5 environ sur l'ensemble de sa carrière. Pour signer, il a mis KO Theo Egg au premier round. Pour ce qui est de ses forces, c'est assez rapide à résumer, il a eu une excellente anglaise. Il est précis, puissant, rapide et a un très bon coup d'œil comme en témoigne son KO Contender Series. En plus de ça, il semble avoir une très bonne défense de lutte et a les partenaires d'entraînement pour bien progresser. Malgré ses 3 défaites, je le mets à la 5e place parce qu'il a plus d'expérience et surtout rencontré une meilleure adversité que la plupart des noms plus tôt dans la liste. À partir de là, on rentre selon moi dans une nouvelle catégorie.
Et on va voir des combattants qui me semblent déjà très prêts et qui pourraient rapidement, d'ici un an ou deux, intégrer le top 15. À la 4e place, Magomed Zeinoukov. Le Dagestanais de 30 ans, malheureusement pour lui, plus connu aujourd'hui sous le nom de John Pork, affiche un palmarès de 8-0 avec 63% de finish, 5 KO. Il mesure 1m78 et a une allonge de 1m73, pas incroyable pour sa catégorie des 70 kg. Pour ce qui est de l'adversité, il en a rencontré une plutôt bonne que j'évaluerai à 3,5 sur 5. Et pour signer, il s'est imposé à la décision face à Lucas Caldas dans un des plus beaux combats de la saison selon moi. Pour ce qui est de ses forces, elles vont peut-être vous surprendre si vous connaissez pas le personnage parce que c'est pas vraiment celle du Dagestanais moyen. Tchanko, son vrai surnom, c'est pas John Pork, a été champion du monde amateur de boxe thaï et a donc logiquement un très bon striking, probablement le meilleur de la saison. Il est capable de varier de niveau, tête, corps ou jambes, de type de frappe, d'angle et semble être un très bon contreur. Au global, il semble vraiment exceptionnel sur le plan offensif. Si je vais parler de certaines de ses armes, je citerai sûrement son très bon type kick, ses low et calf kick et ses uppercuts. Sur le plan défensif en revanche, il semble un peu en dessous, il a pris beaucoup de coups dans son combat, même s'il faut le reconnaître, il est tombé face à un adversaire très dur au mal et agressif. En temps normal, il a plutôt un striking mesuré et patient, mais il l'a montré dans son combat au Dana White Contender Series, quand il faut, il est capable d'envoyer du volume. La preuve, d'après UFC Stats, il détient depuis ce combat le record du second plus grand nombre de coups significatifs envoyés par un combattant en lightweight, juste derrière Nate Diaz face à Cerrone, 235 pour Zeinoukov, 238 pour Nate Diaz. Pour ce qui est de la lutte du sol, forcément on en sait moins vu que c'est pas son domaine de prédilection, mais vu qu'il s'entraîne depuis très longtemps avec la team Rabib, il y a fort à parier qu'il soit pas mauvais dans le domaine, notamment sur le plan défensif vu les monstres avec lesquels il doit tourner à l'entraînement. C'est donc pour toutes ces raisons que je le mets à la 4e place. À la 3e place, en bas du podium, Baysangour Ssourkaev. Alors, je le sais déjà, ce placement va peut-être un peu faire débat, puisque Ssourkaev est sans aucun doute la plus grande star à sortir de cette Dana White Contender Series, du moins celui qui a été le plus remarqué. Le Tchétchène a 24 ans à peine, affiche un palmarès parfait de 11-0, donc 91% de finish, 9 KO et une soumission, et, pour ne rien arranger, s'entraîne avec Ramzat, rien que ça. Et comme si tout ça ne suffisait pas, il mesure 1m88 et a 2m01 d'allonge, ce qui est vraiment bien, même pour les 84 kg. Son adversité, elle aussi, est plutôt solide, je l'évaluerai à 3,5 sur 5 au global sur sa carrière. Et pour obtenir son contrat, il a signé un des highlights de la saison avec un KO par front kick au corps dès les premières secondes du premier round face à Murtaza Talea. Pour ce qui est de ses qualités maintenant, on a eu le temps de les voir puisqu'entre temps il a fait 2 combats à l'UFC, rien que ça, il est très explosif, semble préférer le striking mais vraiment complet et surtout on ressent vraiment à quel point il est talentueux. En revanche, c'est souvent le revers quand on a autant de talent, il a tendance à avoir un peu trop d'excès de confiance et à sous-estimer ses adversaires. On l'a vu dans ses 2 premières sorties à l'UFC, il aime beaucoup le showboating et parfois ça vient au détriment du fait de signer des performances plus impressionnantes encore que celles qu'il a livrées face à des adversaires, soyons honnêtes, bien inférieurs à son niveau. Malgré ça, je le mets quand même à la 3e place des combattants avec le meilleur niveau actuel puisqu'il a un talent fou et surtout, il l'a prouvé avec ses 2 victoires à l'UFC. À la 2e place, José Delano. Le Brésilien de 29 ans affiche un solide palmarès de 16 victoires, 56% d'entre elles par finish, 4 KO et 5 soumissions, pour 3 défaites. Il mesure 1m73 et a 1m79 d'allonge, des dimensions plutôt standards pour sa catégorie des 66 kg. En revanche, pour ce qui est de son adversité, elle est tout sauf standard et il fait partie selon moi avec Souza et Oleg Zaychuk de ceux de la saison qui ont eu la meilleure, je la noterai à 4,5 sur 5. Et pour signer, il a livré une véritable masterclass à la décision face à Manuel Exposito. La position que j'accorde à Delano va peut-être vous étonner, c'est pas le nom qui a fait le plus de bruit, il a gagné à la décision et en plus de ça, il a déjà 3 défaites. Pour autant, il m'a personnellement vraiment impressionné et je trouve que c'est de loin le combattant de la saison qui dégage le plus cette sensation de maîtrise et d'expérience, même s'il a que 29 ans. Il a montré un striking exceptionnel dans son combat. Il est précis, puissant, varie comme Zeinoukov entre le corps et la tête, a une bonne sélection de coups, a de solides déplacements, un très bon cadrage et surtout, et ça c'est une grande force, constant du début à la fin, malgré le volume qu'il a mis, et à totale domination, il n'a pas ralenti une seule seconde dans le 3e round. En d'autres termes, c'est le combattant qui me semble le plus proche d'avoir atteint son plein potentiel, et c'est pour ça que je le mets si haut dans cette liste. Et donc, à la 1re place, Abdulrahman Yakev. Le Turc d'origine tchétchène de 24 ans affiche un très beau palmarès de 8-0 avec 87% de finish, 3 KO et 4 soumissions. Il mesure 1m88 pour 1m98 d'allonge, un gabarit très correct pour sa catégorie des 93 kg, et a rencontré une adversité plutôt solide,
3,5 sur 5. Et pour signer à l'UFC, à l'image de ce sur KF, il a délivré un des highlights de la saison avec un KO en moins de 30 secondes sur Alik Lawrence. Je trouve Yakhaev juste monstrueux. Il est explosif, normal, il a que 24 ans, il est extrêmement complet et montre des compétences létales dans tous les domaines, et surtout, et c'est peut-être là sa plus grande force, il a un véritable instinct finisher, capable de trouver le finish instantanément. Contrairement à Delano, je pense par contre qu'il est beaucoup plus loin de son niveau maximal, mais son talent est tellement grand qu'il me paraît déjà plus fort que ce dernier. C'est donc pour cette raison que je le mets tout en haut de ce premier classement, d'autant plus qu'il a confirmé avec sa première sortie à l'UFC il y a quelques jours, même si l'adversité, oui, n'était pas exceptionnelle. Ceci étant dit, passons donc au deuxième classement, le plus intéressant selon moi, le top 10 des prospects avec le plus haut potentiel. À la 10e place, un nouveau venu, Marwan Raiki. L'Australien d'origine marocaine affiche un palmarès invaincu de 7-0 avec 100% de finish, 6 KO pour une soumission. Il mesure 1m73 pour 1m83 d'allonge, cette dernière est donc plutôt bonne pour sa catégorie des 66 kg. Pour ce qui est de l'adversité, je l'évaluerai à 3,5 sur 5 et pour signer, il a mis KO dans le deuxième round Ananias Moulumba après un combat très difficile dans le premier. La chose qui m'a le plus impressionné avec lui, c'est son énorme mental. Je l'ai dit, il a été capable de revenir de l'enfer dans le premier round en encaissant quand même 2 knockdowns. Malgré ça, en s'imposant. En striking, il est vraiment très créatif et je le trouve excellent sur le plan offensif. En revanche, faut être honnête, sur le plan défensif, c'est un peu moins ça. Il a les mains basses et accepte un peu trop souvent de rester dans la poche, un combo qui fait rarement bon ménage et donc il prend beaucoup de coups. Pour ce qui est du reste, au sol de ce qu'on a vu, il semble vraiment pas mauvais. En revanche, et c'est selon moi clairement son plus gros défaut, je trouve son fight IQ assez limité, ce qui le pousse à faire pas mal d'erreurs et à prendre beaucoup de mauvaises décisions en combat, notamment le fait de rester dans la poche avec les mains basses. Si malgré ça j'ai décidé de le faire entrer à la 10e place, c'est non seulement parce qu'il est très jeune, 23 ans à peine, c'est impressionnant, mais surtout qu'il semble avoir un gros potentiel et que cette jeunesse lui permettra de s'améliorer à la fois sur le plan technique et surtout sur le plan du fight IQ. Pour moi, c'est le genre de combattant qui va avoir pas mal de défaites et peut-être même assez rapidement à cause de son fight IQ, mais qui va progresser et finir par être quelque chose de très solide à l'avenir. En contrepartie, je fais sortir Tommy Genn de ce classement-là parce que non seulement il a 32 ans, donc mathématiquement une marge de progression plus faible, mais surtout, ça me semble pas être le meilleur lutteur universitaire qu'on ait vu en MMA. À la 9e place, Michael Oliveira. Je descends Oliveira de 2 places dans ce classement-là parce que j'ai quand même la sensation qu'il repose beaucoup sur son avantage physique et qu'il a pas une marge de progression folle sur le plan technique. À la 8e place, un autre nouveau venu, Josh O'Keefe. L'américain de 28 ans présente un palmarès immaculé de 7-0 en carrière, 100% de finish, 4 KO et 3 soumissions. Il combat chez les lourds et mesure 1m85 pour 1m87 d'allonge, un gabarit un peu limité pour la KT. Pour ce qui est de l'adversité qu'il a rencontré jusque-là, je l'évaluerai à 3 sur 5, pas exceptionnel non plus. Et pour signer au Dana White Contender Series, il a gagné dans le deuxième round par KO face à Guilherme Uriel. Pour ce qui est de ses forces, c'est surtout son athlétisme. Ancien lutteur universitaire et surtout ancien joueur de NFL. Naturellement, c'est donc un bon lutteur qui a un gros contrôle, mais qui, à mon sens, manque un peu de ground and pound si on met de côté la séquence de finish. Debout, il me paraît plutôt limité, surtout sur le plan défensif, mais encore une fois, il compense ça en étant très athlétique, explosif et endurant. En prime, il s'entraîne chez Jackson Wink et peut donc côtoyer de très solides noms de la catégorie comme John Jones, rien que ça, et Gable Stevenson, futur prospect. Si je le fais entrer dans le top 10, c'est surtout puisqu'il est dans une catégorie qui est vraiment très peu compétitive et je peux donc le voir monter assez rapidement. En plus de ça, je l'ai dit, c'est un vrai athlète, lutte plus NFL. En revanche, je pense que vu son gabarit, ça peut commencer à bloquer un petit peu plus haut dans la division, donc je le mets pas plus haut. À la 7e place, Magomed Zeinoukov. Je descends Zeinoukov de 3 places car il a bientôt 31 ans et surtout qu'il est dans une catégorie qui va pas tarder à bien se renouveler et je suis pas sûr qu'il puisse appartenir à l'élite parmi cette nouvelle vague. À la 6e place, José Delano. Je descends Delano de 4 places car il est moins jeune que les autres même s'il a que 29 ans, ce qui est assez fou à dire, mais surtout, comme je l'ai dit dans le précédent classement, je trouve qu'il a déjà cette sensation un peu de produit fini et j'ai plus de mal à l'imaginer avoir une grosse marge de progression. À la 5e place, Murtazali Magomedov. Je monte Magomedov d'une place car il me semble déjà très complet et intelligent, en plus du fait qu'il est déjà 100% de finish et qu'il soit dans une catégorie qui est pas vraiment très fournie. En contrepartie, je fais carrément sortir Cesario Lekjaichuk du classement car je le vois plus proche de son plafond de verre, un peu comme Delano, et car la KT est plus relevée aujourd'hui, les 84, tout ça, même s'il est assez jeune. À la 4e place, non pas un mais une combattante, Carole Foro.
La brésilienne de 28 ans affiche un palmarès impressionnant pour une 52 féminine de 9-1, dont 78 victoires par finish, 6 par KO, 1 par soumission. Elle mesure 1m57 pour 1m56 d'allonge. Elle est quand même un peu petite, même pour la KT, mais a rencontré une solide adversité, 4 sur 5. Pour obtenir son contrat, elle s'est imposée à la décision dans une belle guerre face à Chanel d'ailleurs. Carole Foro, pour faire simple, c'est le prototype de l'action fighter côté féminin. Elle met une grosse pression et un gros volume, a une très bonne anglaise, elle travaille bien au corps, bien à la tête, elle est puissante, comme en témoigne ses 6 KO, elle est dure au mal, elle a un bon timing sur les genoux et au clinch, et surtout, elle a une très bonne défense de lutte. En d'autres termes, tout pour faire le spectacle dans la KT et très vite monter, surtout vu le niveau de cette dernière. Vous l'aurez compris, c'est donc en partie pour ça que je fais rentrer Foro aussi haut. La KT est plutôt vide aujourd'hui, et à 28 ans, avec ce style agressif et dur au mal, je pense qu'elle peut vraiment aller très loin. À la 3e place, juste en bas du classement, Imanol Rodriguez. Oui, dans ce 2e classement, je fais monter Rodriguez de 6 places, rien que ça. Mais si je le fais, c'est parce qu'il a que 26 ans à peine, qu'il a que 6 combats officiels, donc une énorme marge de progression, il peut prendre encore beaucoup d'expérience, et surtout, il est dans une KT qui est pas mal en restructuration, donc il a la possibilité, selon moi, de s'inscrire dans la nouvelle vague. Franchement, je suis pas choqué si d'ici 3-4 ans, il rejoint les Van, les Taira et les Mokaev au top. 6 derniers retournent à l'UFC. À la 2e place, Abdulrahman Yakev. Soyons clairs, si Yakev est à la 2e place, c'est uniquement parce que le numéro 1 existe et que ce dernier me semble avoir un talent encore plus grand que le sien. À la 1re place, tout en haut de ce podium, vous l'aurez vu venir, Baysangour Sosurkaev. Je l'ai dit, c'est la star de cette saison et c'est pour une raison. Pour moi, c'est clairement celui qui a le plus gros potentiel de toute la saison et d'assez loin. Un peu à l'image de Ramzat, il semble adorer combattre et avoir cette flamme en lui en quelque sorte. Il a l'athlétisme, la puissance, la technique. Bref, je l'ai dit, il respire le talent pur. En revanche, j'oublie pas non plus totalement les critiques que j'ai faites dans le précédent classement, et ça dépendra aussi en grande partie de comment il va gérer la suite de sa carrière. S'il devient sérieux et qu'il fait un peu moins le show, je pense vraiment qu'il peut monter très haut vu son âge, il a que 24 ans encore une fois. Voilà, je ne serais pas surpris si d'ici peut-être 4, 5, 6 ans, il est champion de la KT. Voici donc pour les 2 classements, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme je l'ai dit, ça a été très compliqué de les faire au vu du nombre de talents signés cette saison, et j'ai dû mettre de côté pas mal de combattants très talentueux, Louis Scott, Curtis Campbell ou encore Raphaël Tobias pour ne citer que. En tout cas, quand on voit cette saison, une chose est sûre, on ne peut être que hypé pour la saison 10 l'an prochain. Et justement, concluons cette vidéo en parlant de ce à quoi pourrait ressembler l'avenir de l'émission. Je l'ai dit dans la première partie, 46 combattants ont été signés cette saison. Mais au total, c'est plus de 300 contrats qui ont été gagnés depuis le lancement de l'émission, et elle s'est imposée avec le temps comme la porte d'entrée principale vers l'UFC. En effet, à l'heure actuelle, d'après le site Roster Watch, 265 des 647 combattants actifs de l'organisation proviennent des Dana White Contender Series, soit un peu plus de 40% du roster. Et ça ne risque pas de s'arrêter là, bien au contraire. En août 2024, les alumni des Contender Series représentaient 30% du roster, soit une hausse de 33% en 1 an et demi à peine. Alors nul doute qu'à ce rythme, d'ici 1 an ou 2 à peine, la majorité des combattants de l'organisation auront fait leur début via l'émission. Mais justement, désormais, les Dana White Contender Series ne sont plus juste une simple émission, c'est devenu une composante phare de l'UFC, une sorte de Ligue 2 pour faire une comparaison avec le football, qui permet à l'organisation de tester les prospects avant de les intégrer au roster. Et justement, je suis convaincu que c'est dans cette direction que l'UFC est en train de se diriger. La 10e saison serait l'occasion parfaite pour introduire des changements dans la structure de la série, et je pense que 2 d'entre eux majeurs pourraient avoir lieu. Le premier, et ils ont d'ailleurs déjà évoqué l'idée, ce serait de faire certains épisodes à l'étranger, un peu comme la mini-saison au Brésil en 2018. Non seulement ça rendrait l'émission plus intéressante pour le public international, mais surtout ça permettrait de faciliter la participation de certains combattants qui ont beaucoup de mal aujourd'hui encore à obtenir des visas pour les États-Unis. Le second changement majeur, lui, pourrait porter sur la durée de l'émission, qui, pour rappel, depuis quelques années, se limite à 10 semaines par an. Mais quand on voit à quel point Dana White aime l'émission, je serais pas du tout surpris que ça finisse par être un format à l'année, un peu comme les UFC. Et ce format plus permanent permettrait encore davantage de positionner les Dana White Contender Series comme la passerelle obligatoire pour rejoindre l'organisation. Si on va plus loin, il pourrait même en faire une organisation à part entière, sorte de petite sœur de l'UFC, avec son propre ranking, ses propres champions, etc. Si on se positionne du point de vue business, ça serait une direction très intéressante pour l'UFC. Ça lui permettrait de rejoindre un marché sur lequel elle n'est pas présente, celui des ligues mineures, et surtout d'accroître encore son contrôle sur le sport au global. En revanche, en tant que fan, difficile de dire s'il s'agirait d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle.
Certes, ce serait fun à suivre et ça permettrait de créer encore davantage de liens avec les débutants à l'UFC en ayant suivi leur carrière au Dana White Contender Series au préalable. En revanche, quand on voit la tournure que prend l'organisation depuis quelques années, le fait qu'elle ait encore plus la main mise sur le milieu du MMA ne serait sans doute au fond pas vraiment une bonne chose. En tout cas, une chose est sûre, ne ratez pas la saison 10 des Contender Series car elle pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour le MMA mondial.